Bonjour jeunes gens, bienvenue dans cette nouvelle séance de cours d'histoire et de géographie. Cette séance s'adresse principalement aux élèves des terminales ES et L. Nous allons nous intéresser au thème 4 du programme d'histoire selon la progression. Dans votre livre, ces thèmes-là se trouvent en deuxième position, c'est le thème numéro 2. Il va être consacré à l'histoire de la République de Djibouti, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y aura plusieurs thèmes à voir à l'intérieur. En premier lieu, et ce sera la séance d'aujourd'hui, nous parlerons de la marche vers l'indépendance du territoire. Ensuite, dans les prochaines séances, nous allons successivement étudier d'abord la République de Djibouti de 1977, c'est-à-dire l'après-indépendance, jusqu'à 1990. Puis, dans la séquence suivante, on va s'intéresser aux années post-90, c'est-à-dire l'ouverture démocratique et l'évolution du territoire, tant sur le plan politique et économique. Et enfin, nous allons terminer dans une séquence spéciale qui sera consacrée à la présence de Djibouti dans le monde. Comme ça, c'est notre cheminement global pour ce qui concerne cette séquence sur l'histoire de Djibouti. Pour la séance d'aujourd'hui, nous avons pris le chapitre 3 de votre livre, qui sera pour nous aujourd'hui synthétisé, séance télévisée oblige, en 2 points principaux. Le premier point principal va vous amener vers la contestation de l'ordre colonial. Alors, dans la séquence d'aujourd'hui, cette première séquence, nous allons regrouper les leçons du chapitre 1 du thème 4 de notre programme à 2 idées principales. C'est d'abord la contestation de l'ordre colonial. Donc, nous allons nous intéresser à la partie qui va concerner comment les territoires vont se réveiller, comment le processus de décolonisation va se mettre en marche sur les territoires. Et puis, dans la deuxième partie, nous allons voir concrètement comment le territoire qui deviendra la République de Djibouti va accéder à l'indépendance. Donc, premièrement, cette décolonisation, et nous allons d'abord suivre la problématique qui est là, nous allons nous intéresser à quels sont les facteurs et les acteurs, bien sûr, qui aboutissent à la décolonisation du territoire de Djibouti. Alors, petit rappel d'abord, la décolonisation. Bien, je vous rappelle que cette première diapo qui est là est un peu générale puisque nous l'avons vu en premier thème d'histoire. C'était les thèmes sur la décolonisation et la construction de nouveaux États. Juste pour vous rafraîchir les idées, que vous vous rappeliez un peu, que vous revoyiez votre travail qu'on a déjà fait en avance. Donc, qu'est-ce qu'est la décolonisation? Rappelez-vous, la décolonisation, c'était l'évolution qui conduisait un peuple à l'indépendance. Un peuple qui, jusqu'à là, était soumis à une puissance coloniale, bien sûr. Et nous parlons, bien sûr, des puissances coloniales européennes, principalement le français et, bien sûr, le Royaume-Uni. Bien, donc, cette décolonisation avait d'abord débuté, vous vous rappelez, bien sûr, elle avait déjà débuté en Asie, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour ensuite s'étendre au continent africain dans les années 55 avec le Maroc, bien sûr, et la Tunisie, pour se terminer plus tard vers ce qu'on appelle les indépendances les plus tardives, comme par exemple notre propre territoire, la République de Djibouti. D'un autre côté, nous concernons nous, par exemple, du moment que nous faisons partie des colonies françaises, cette décolonisation va être aussi facilitée par un certain nombre de processus que les Français ont mis en place. Alors, pour ce qui concerne principalement, on va dire, les colonies francophones, d'accord? Donc, cette décolonisation est aussi le résultat, quelque part, on va dire, d'un cheminement qui a été mis en place à la fois dans les colonies, parce que les peuples se sont réveillés bien sûr, mais aussi par un processus qui a été mis en place par les Français à la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme par exemple la création de la communauté française qui avait essayé, on va dire, même si ce n'était pas vraiment le cas, d'élargir l'autonomie à l'intérieur des territoires, puis un peu plus proche en 1956 par la mise en place de la loi cadre de fer qui fait en sorte que cette autonomie soit un peu plus effectif. Donc ça, maintenant, c'est la partie qui concerne notre rappel général sur la décolonisation. Passons à notre séquence maintenant. Dans notre séquence, ce qui nous intéresse, c'est justement, ça c'est pour vous aider encore à aller plus loin dans les chapitres sur la décolonisation en général. Vous pouvez vous connecter sur YouTube. Une excellente chaîne, par exemple, que moi je trouve, c'est, vous notez juste sur la barre de recherche de YouTube, merci Manu, et vous allez trouver des petites photos, des vidéos de 3 à 5 minutes qui vont vous aider à mieux retenir, on va dire, ces cours-là. Bien, procédons encore.
La décolonisation maintenant chez nous. Premier point, comment Djibouti va-t-elle se réveiller? Comment Djibouti va-t-elle accéder à cette indépendance? Donc, les origines de cette décolonisation sont multiples. Nous commençons d'abord par les premiers qui sont là, que vous voyez devant vous. Cette décolonisation vient d'abord du réveil de la population. C'est le réveil qui a été provoqué justement par le fait que la vie est difficile à l'intérieur de cette colonie. Les colonisés, ce que nous appelons aussi les indigènes, rejettent justement la colonisation française parce que tout simplement, que ce soit sur le plan politique, ou que ce soit sur le plan économique, ou que ce soit sur le plan social, la situation est toujours difficile. Donc, sur le plan politique, par exemple, vous pouvez voir ici à la gauche de votre écran, une première photo, par exemple, qui vous montre la pénibilité du travail qui était, on va dire, forcée. Alors, cette photo, vous pouvez la retrouver dans votre livre, bien sûr, à la page 66-67. C'est une photo qui a été prise en 1950 dans les Salines Ouest aujourd'hui. Alors, de cette photo, vous voyez que malgré l'industrialisation qui avait déjà débuté à la seconde moitié du 19e siècle en Europe, la mécanisation est toujours absente à la seconde moitié du 20e siècle, c'est-à-dire 100 ans plus tard, sur le territoire, par exemple, djiboutien. On a limite l'impression que ces gens-là font un travail forcé, tellement, bien sûr, les conditions de travail étaient pénibles. D'un autre côté, par exemple, sur ce qui concerne l'éducation, le colonisateur faisait en sorte que le minimum de la population soit éduqué, justement pour éviter à ce qu'une certaine révolte vienne de ces élites qui sont formées par le colonisateur. Bien, cette colonisation aussi est politique. En fait, cette colère vient aussi de l'aspect politique. Donc sur le plan politique, même si avec le processus d'assimilation, les Français ont promis que les indigènes allaient devenir des citoyens à part entière de la communauté française, force est de constater qu'ils ne bénéficient pas dans la réalité des mêmes privilèges et des mêmes droits que les vrais citoyens français, on va dire entre guillemets. Donc par exemple ici vous voyez que la répression est toujours permanente à chaque fois que le peuple essaye de réclamer plus de liberté ou bien sûr plus de droits. Je vous laisse un peu voir aussi, je vais vous laisser voir un peu une minute la vidéo suivante qui va vous montrer aussi l'ambiance qu'on avait à l'époque vis-à-vis de ce colonisateur et dans quel état se trouvaient les Djiboutiens du moment. Je vous laisse voir. Qualité, indépendance. Je veux libre. Et après la liberté, qu'est-ce qu'il y a? On travaille, on mange, et sans communiste. Voilà par exemple certains de nos concitoyens de l'époque qui s'exprimaient justement pour réclamer leur liberté parce qu'ils n'en pouvaient plus de cette situation dans laquelle ils étaient. Bien, cette situation est encore, on va dire, renforcée. Cette envie de devenir indépendant est renforcée encore, on va dire, par le fait que les différentes communautés qui composent ces territoires-ci ont des similitudes, malgré leurs différences linguistiques ou bien leurs différences d'habitat. On parle principalement de communautés somalies et afar. Ils partagent ensemble une seule et même religion. Cette religion qui fait qu'on peut aller au-delà de nos divergences locales pour nous focaliser sur un problème plus important, plus immédiat, celui qui est d'obtenir l'indépendance du territoire. Donc par exemple ici, vous avez la photo de Hamoudi, l'un des plus anciennes mosquées de notre territoire, pour vous montrer un peu la place qu'occupe la religion dans notre territoire, qui fait en sorte que ces gens-là identifient l'accès à l'indépendance, leur combat pour l'indépendance, à un combat ou une lutte, on va dire, sainte pour libérer en quelque sorte une terre musulmane de la même mise chrétienne, par exemple. Donc à partir de ce moment-là, il y a deux phénomènes qui se mettent ensemble pour aller vers le même but, celui d'aller vers l'indépendance intégrale du territoire. D'un autre côté, les cultures locales, que vous voyez ici illustrées devant vous, sont aussi un autre aspect qui entraîne à ce que ces gens-là réclament leur indépendance. N'oubliez pas,
Aujourd'hui, vous avez de la chance, vous êtes à la maison, vous êtes à côté de vos parents, vous pouvez leur demander de vous parler un peu des histoires d'avant, de comment on vivait, justement. Et là, par exemple, nos coutumes, nos traditions ancestrales étaient plus basées, on va dire, sur l'esprit de solidarité, sur l'esprit de partage, sur la liberté des déplacements. N'oubliez pas, à la base, on était nomades, et donc, ces esprits des frontières, ces limites, ces règles. Bien sûr, il y avait des règles, mais elles étaient beaucoup plus souples et l'être humain était beaucoup plus libre comme il était sous la domination française, justement. Et donc, la nostalgie de cette époque passée, de cette époque où on était libre, de cette époque où l'esprit fraternel existait, où, bien sûr, les communautés naturellement collaboraient les unes avec les autres, revient à l'honneur pour dire encore une fois qu'on peut aller au-delà pour réclamer notre indépendance. Enfin, ce travail-là de réveil colonial n'aurait pas été possible si, bien sûr, des hommes éduqués, ce que nous appelons les élites indigènes, d'accord, n'ont pas joué un rôle central, un rôle de fixateur, on va dire, pour amener la population à, bien sûr, parler d'une seule et même voix pour aller vers l'indépendance, justement. Donc, par exemple, ici, vous voyez, là aussi, vous pouvez retrouver ces photos-là dans votre livre. Vous allez en plus avoir le nom des hommes politiques qui sont là en haut. Ici, en bas, par exemple, vous avez des artistes djiboutiens. Chacun a joué un rôle à leur manière pour que l'indépendance soit possible. Donc, par exemple, nous avons la création des syndicats dans les années 1950 qui a permis, et qui a surtout permis à M. Mohamed Harbi de se battre, d'exprimer les révoltes sociales et bien sûr en même temps les demandes économiques pour que le niveau du travail, les conditions du travail s'améliorent sur le territoire. On peut aussi prendre par exemple la mise en place des partis politiques, que ce soit des partis politiques autorisés par l'État, les derniers en date étant par exemple El PAI qui signifie la Ligue populaire africaine pour l'indépendance. Mais bien sûr, il y en a eu d'autres, beaucoup qui ont été avant, les Dieste par exemple, le Mur par exemple. À chaque fois, référez-vous à votre livre, vous avez par exemple beaucoup de richesses qui sont là dans votre livre et qui vous attendent justement. Bien sûr, il y a aussi certains qui étaient radicalisés encore plus, on va dire, que les autres. C'est le cas par exemple du FLCS qui, lui, utilise, on va dire, la lutte armée pour atteindre justement ce processus d'indépendance le plus rapidement possible. Enfin, bien sûr, des hommes comme Mohamed Dabali et par exemple Mohamed Ali Fouchad Rahamo, lui qui est mort, ont aussi joué un rôle majeur, on va dire, dans l'aspect sentimental, dans l'aspect, par exemple, on va dire, communautaire, pour essayer de réveiller cette population à aller encore vers l'indépendance. Bien, maintenant, nous passons au deuxième point, justement, une fois que cette société s'était réveillée. Comment ces territoires accèdent-ils justement à l'indépendance? Donc, les étapes de l'indépendance sont multiples. Bien sûr, pour plus de détails, encore une fois, je vous oriente vers votre livre. Ici, nous allons voir le point fondamental, on va dire le point le plus important, sur comment les territoires accèdent à l'indépendance. D'abord, il faut que vous reteniez que cet accès à l'indépendance ne s'est pas fait tout de suite, mais que ça a été un long processus, principalement dans les années fin 50, jusqu'à ce qu'on arrive à l'année 1977, justement, date année de notre indépendance, on va dire. Donc, ces révoltes en classe Djibouti, parmi les pays qui ont obtenu leur indépendance de manière négociée, par rapport aux décolonisations qui ont été violentes. Là encore, je vous ramène vers votre thème 1 du programme. Donc, il faut retenir aussi que cette négociation ne s'est pas faite à ce que les Djiboutiens demandent l'indépendance et que les Français leur disent « Ok, allez-y, on signe et l'affaire a été réglée ». Non, il a fallu pour cela qu'il y ait des révoltes, des manifestations qui étaient soit violentes, soit plus douces, jusqu'à au moins à ce que le processus soit assimilé et que les Français acceptent de donner justement cette indépendance. Parmi ces révoltes, parce qu'il y en a eu beaucoup, et ces manifestations, on ne va pas tous les prendre, on va juste par exemple se rappeler une parmi celles qui s'étaient passées, c'est par exemple en 1966 avec l'arrivée du général de Gaulle sur le territoire. Donc à l'arrivée du général de Gaulle, les dirigeants de l'époque avaient promis à de Gaulle, lorsqu'il arriverait sur ce territoire-ci,
que l'accueil serait chaleureux, qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il serait bien accueilli. Mais au moment où De Gaulle arrive, la situation a changé du tout au tout. Vous voyez par exemple ici, le peuple qui est en train de l'accueillir avec des banderoles qui dit « Nous voulons une indépendance totale ». Ça, c'est l'année d'après, en 1967, où il y a eu ce qu'on appelle la semaine sanglante, où du fait des référendums, les Djiboutiens avaient refusé justement le résultat de ces référendums. Bien, sur cette troisième image, vous voyez par exemple la prise d'otage de l'OIADA, où par exemple les indépendantistes ont pris en otage, on va dire, un bus scolaire rempli d'enfants français pour montrer leur degré de détermination, on va dire, pour accéder justement à cette indépendance. Et donc, l'objectif était à la fois de convaincre les Français du sérieux, on va dire, de la position indépendantiste, mais aussi, quelque part, à mondialiser cet événement pour qu'on voit que Djibouti est prête à obtenir justement son indépendance. Nous terminons cette partie sur l'accès à l'indépendance, sur cette marche à l'indépendance, par le soutien de l'OUA et de la Ligue arabe, d'accord, qui prennent la garantie qu'une fois que les Français auront quitté le territoire de Djibouti, Djibouti sera effectivement un État indépendant et souverain. Il faut savoir aussi que les Français disaient à chaque fois que si on donne l'indépendance, mais Djibouti va être rapidement avalé par soit l'Éthiopie, soit par exemple par la Somalie nouvellement indépendante. Donc je dis nouvellement indépendante, elle est déjà indépendante dans les années 60. Et donc les Français utilisent cette astuce-là pour dire nous sommes la garantie que Djibouti ne sera ni absorbé par la Somalie, ni on va dire absorbé par l'Éthiopie justement. Enfin, la décolonisation de notre territoire devient effective à partir de 1977. Ces deux dates-là qui sont en face de vous sont importantes, il faudra les retenir. D'abord, le 8 mai, c'est le référendum sur l'autodétermination, qui amène à ce que les Djiboutiens proclament leur indépendance. Et cette indépendance va devenir effective justement le 27 juin 1977. Enfin, cette indépendance devient effectif l'année 1977. Donc, deux dates importantes à retenir pour vous à la maison. Donc, ces deux dates sont d'abord le 8 mai 1977, qui est celui sur le référendum sur l'autodétermination, qui va entraîner par la suite, le 27 juin 1977, à l'indépendance du territoire. Ce territoire, bien sûr, qui deviendra la République de Djibouti par la suite. Ici, par exemple, vous voyez une photo qui vous montre, on voit le A et les I du El País à la fin sur le t-shirt de la dame, mais vous pouvez vous dire aussi, je fais une petite parenthèse, sur le rôle que les femmes ont toujours joué dans les territoires de Djibouti, que ce soit avant l'indépendance ou bien sûr aujourd'hui, après l'indépendance on va dire. Et pour terminer, je vais laisser la parole à nos pères fondateurs, donc qui vont, avec les paroles de l'époque, la vidéo qui a été tournée à l'époque, vous montrer, vous dire la déclaration de l'indépendance du territoire djiboutien. Appréciez. Considérant la volonté populaire exprimée le 8 mai 1977, article 1er, l'indépendance nationale est proclamée. La République de Djibouti, une et indivisible, indépendante et souveraine, est proclamée. Voilà, c'est sur ces mots-là que s'achève notre séance du jour. Donc, en attendant les prochaines séances, je vous conseille déjà de vous organiser, de commencer à lire déjà les livres, de continuer à vous entraîner, de ne pas lâcher le coup. Le cours continue toujours.